D'accord? Voilà, on enregistre. Alors, On peut commencer. les compagnons d'Époque biliaire voudraient faire une série d'entretiens dans lequel chacun des compagnons raconte un élément de sa vie ou une intervention importante, peut-être montre une intervention, bref, chacun peut parler pour dire quelque chose d'important qu'il a marqué dans sa vie professionnelle. Alors, on me demande de commencer, donc je vais commencer, c'est important toujours de commencer, parce qu'on ne sait pas très bien, si on va pas trébucher et faire trébucher tout le reste. Mais bon. Et alors, je pense que puisqu'on est dans ce cadre, donc je vais parler de ce qui est important pour les compagnons, c'est-à-dire de la chirurgie du foie, des voies biliaires, peut-être plus précisément la chirurgie du foie. Voilà. Alors, je pense que Pietro, tu as commencé à me poser des questions. Voilà, exactement. Alors Henri, comment est-ce que vous êtes arrivé à la chirurgie du foie? Parce que ça ne devait pas être évident à l'époque. C'était quelles années? Vous aviez quel âge? Vous étiez en train de faire quoi? Alors, écoute, cette question est une question auquel tardivement d'ailleurs j'ai pensé. Et j'ai cru que je m'étais engagé de façon directe dans la chirurgie du foie, que c'était quelque chose de linéaire. Il est vrai que quand on regarde en arrière sa vie, tous les segments de sa vie se mettent l'un derrière l'autre et on a l'impression de quelque chose de linéaire, mais vu rétrospectivement. Et en réalité, c'était des petits fragments et à vrai dire, j'aurais pu, dans un embranchement de route de la vie, prendre un autre chemin qui m'aurait conduit tout à fait différemment. Mais quand on va en arrière, les chemins se suivent de façon très rectiligne. Alors, à vrai dire, c'était pas évident, tu as raison, c'était pas évident parce que quand j'ai commencé mon internat, c'était en 1956, la chirurgie du foie n'existait pratiquement pas. Alors, comment m'engager dans une voie qui n'existe pas? Alors, sauf évidemment en pensant au proverbe chinois qui dit si tu suis la bonne route, ce n'est pas la bonne route. Eh bien, je crois que j'ai pris une route qui n'existait pas. Alors, je crois que ça commençait comme ça. J'ai eu une sorte de traumatisme quand j'étais jeune interne. En urgence, j'ai reçu un jeune homme qui avait eu un accident de moto. J'étais j'étais en deuxième année, j'étais l'interne de garde. À l'époque, il n'y avait personne. Le chef de clinique n'habitait pas à l'hôpital, il fallait l'appeler avec l'interne. L'interne avait toute la responsabilité. Donc, il saignait, ça je savais, traumatisme de l'abdomen, il faut intervenir. J'ouvre, plein de sang. Je ne sais pas comment j'ai fait, ou colmaté, ou j'ai refermé l'abdomen et j'ai appelé le chef de clinique qui arrive et qui, en aspirant fort, me dit la rate non, il y a une rupture du foie. Alors les anesthésistes commençaient déjà à passer beaucoup de bouteilles de sang et on s'est lancé dans une opération qui a duré des heures et des heures, dans laquelle on ouvrait la rupture, on mettait un point, ça saignait, on refermait, ça a duré mais des heures. Je suis rentré la nuit et je suis sorti au petit matin et à la fin il est mort. Le jeune homme est mort. Et je me suis dit vraiment, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune règle, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc ça m'a frappé. Et deuxième élément, je crois, qui m'a aussi, disons, intéressé au foie, déjà je m'orientais vers la chirurgie digestive. J'avais été très attiré, ça vous ne le savez pas, par la chirurgie orthopédique. J'ai adoré la chirurgie orthopédique pour une raison très simple, c'est que quand on faisait bien, la radiographie de contrôle était très belle. La plaque, les vis bien parallèles. Je trouve que esthétiquement, c'était beau. C'est une chirurgie esthétique et ça m'a attiré. Ce qui m'a découragé, c'est le caractère stéréotypé de l'intervention et surtout, je me souviens que tous les comptes rendus opératoires terminaient par pansement au 5e jour, sortie au 7e jour, arrêt anticoagulant le 8e jour, première consultation dans 2 semaines, arrêt de travail. Alors je me dis, mais
comment on fait une intervention chirurgicale et déjà en salle d'opération, on détermine tout. Il n'y a aucun suspense, aucun doute. Et moi, je ne pouvais pas vivre hors du doute et je n'étais pas très satisfait par ça, donc je me suis écarté. La chirurgie, ça signifie quoi à l'époque? Il y avait deux branches. Il y avait la chirurgie, on disait le dur et le mou. Voilà, le dur, c'est l'orthopédie, la traumatologie, enfin tout ce qui était l'orthopédie, et une branche beaucoup plus large qui était le mou, c'est-à-dire la chirurgie digestive et tout le reste. Donc j'ai dit, voilà, je ferai le mou, la chirurgie digestive. Mais c'était très vaste. Et donc, je faisais des gastrectomies. Je faisais en tant qu'interne, ce qu'il y avait. Mais C'était quel hôpital? J'étais à l'Hôtel Dieu. Quand l'accident dont je t'ai parlé, c'était à l'Hôtel Dieu. J'étais en deuxième année. Et donc, j'ai fait mon internat. Mais le point important, c'est que mon conférencier d'internat, Jean-Pierre Benamou, qui était déjà passionné par les pathologies, quand il traitait les questions de foie, pas beaucoup, à l'époque, manifestement, il faisait ça en sortant du sujet. Enfin, manifestement, le foie était un domaine assez brillant, mais que je ne connaissais pas. En tout cas, sur la chirurgie, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune question d'internat sur la chirurgie du foie. Donc, j'arrive comme ça à la fin de l'internat, et là, il y a quand même un tournant. Tournant est le suivant, je veux préparer le mémoire de médaille d'or. Vous savez ce que c'est le mémoire de médaille d'or? C'est la possibilité pour un interne. Vous pouvez le rappeler pour les autres, voilà. Oui, alors c'est la possibilité pour un interne, après ces 4 années d'internat, normalement il a fini. Mais le mémoire de médaille d'or était un concours, il y avait un concours pour les médecins, un concours pour les chirurgiens, qui permettait, il y avait un seul poste, celui qui gagnait ce concours de médaille d'or avait la possibilité de faire une année de plus d'internat dans les services de son choix, en étant payé comme un interne. Donc, on prolongeait l'internat d'un an de plus avec le choix. Autrement dit, l'interne médaille d'or était supplémentaire dans le service. Voilà. Et pouvait aller où il voulait. C'était assez intéressant. Donc, j'ai décidé de préparer ce mémoire de médaille d'or. On m'a dit, il faut que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, j'ai dit, je vais faire un travail expérimental. Et ça, ne me pose pas la question, pourquoi je veux faire un travail expérimental? Je ne sais pas très bien. En tout cas, j'ai voulu faire un travail expérimental. Le seul que je connaissais qui avait un laboratoire de recherche, il n'y avait pas de laboratoire de recherche en chirurgie. Donc, le seul, c'était Jean-Pierre Benamou, qui avait un laboratoire à Beaujon, qui était le laboratoire de Fauvert, dans lequel il faisait de la physiologie hépatique. Je vais donc voir mon conférencier, Jean-Pierre Benamou, et je lui dis, voilà, je voudrais faire un travail C'est quoi le conférencier, en fait? Parce que parler comme si tout le monde devait savoir qu'est-ce que c'était un conférencier. C'était votre rencontre avec Jean-Pierre Benamou, ça? Non, le conférencier d'internat était celui qui préparait les candidats au concours. Il y avait des conférenciers d'externat où on allait, alors généralement c'était le soir, on allait préparer des conférences. Donc on avait deux thèmes, enfin deux questions. On préparait les questions à la maison et on venait les réciter, demander à l'un de réciter et ensuite il expliquait, il commentait, il corrigeait, etc. Voilà. Alors on avait deux questions à faire et donc il fallait pendant toute la préparation de l'internat préparer les 60 questions de l'internat pendant la durée, voilà, avec Jean-Pierre Benamou, qui était un très brillant conférencier d'internat, donc qui m'a vraiment séduit au point que j'ai hésité au moment de la déclaration du concours. J'avais même pas 24, quelques heures pour choisir ce que je devais faire, et j'ai hésité à faire médecine ou chirurgie à cause de lui, parce qu'il avait séduit sur le plan médical. Mais j'avais des mauvais souvenirs de la médecine durant mon externat. C'était trop long, ça discutait trop, puis c'était pas pratique. Donc, non, j'avais décidé d'être chirurgien. Alors, je reviens donc sur le choix donc de faire un travail de chirurgie expérimentale. Jean-Pierre Benamou, et j'avais me dit, d'accord, mais quelque chose de chirurgical. J'ai dit, oui, forcément, c'est une mémoire d'ordre de chirurgie. Ah, il m'a dit, bah, écoute, tu viens me proposer un sujet, je t'offre le laboratoire, voilà. Et
Alors je dis, mais il y a des animaux. Il me dit, oui, il y a eu seulement des souris et des rats. Donc voilà, je m'engageais à un expérimental dont on me fixait déjà une condition assez contraignante. Ah oui. Heureusement, les mois précédents, je lisais les revues américaines. Et je me souviens que dans Surgery, quelques mois auparavant, il y avait un article mais très court de 2 pages d'un chirurgien qui était exactement à San Diego, qui s'appelait Sun Lee, je crois, et qui, sur 1 page et demie, décrivait une anastomose porte-cave chez le rat. C'était 1 page et demie, c'est la technique, il n'y avait que la technique, mais encore mal décrite, on ne sait pas très bien quelle était l'aiguille. Bon. Et donc, je vois Jean-Pierre Benamou, je dis, mais je pourrais faire l'anastomose porte-cave chez le rat. Ah, il dit, bon, ça se fait. Je dis, écoute, je viens de lire que ça se faisait, mais je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se fait. Il me dit, mais d'accord, ça me paraît un très beau sujet. On travaille beaucoup ici sur l'hypertension portale, la dynamique d'hypertension portale, les blocs, c'est pas étonnant. Voilà. Et il mettait à ma disposition, en gros, les rats. C'est ça ce qui me mettait à disposition. Et donc, je ne vais pas décrire en détail le travail, mais bon, j'ai donc fait mon mémoire de médaille d'or sur l'astronaucave expérimentale chez le rat. Alors, je précise, je n'ai pas eu le médaille d'or. Je n'ai pas eu parce que je ne sais pas s'ils ont apprécié ou non. En tout cas, comme j'ai eu la deuxième note, qu'il y avait un seul candidat, je savais que automatiquement je ne serais pas le premier, il fallait être le premier. J'ai retiré mon mémoire, je n'ai pas fait le concours. D'ailleurs, les membres du jury ont été très, très vexés que quand il y a eu la note du mémoire, après il y avait l'épreuve, et je suis venu à l'épreuve et j'ai dit je retire mon mémoire. Ils m'ont dit ah bon, comment? Après, j'ai revu des membres du jury, ils m'ont dit ah, vous auriez pu l'avoir. En fait, c'est faux, je ne l'aurais certainement pas eu, donc je n'ai pas voulu concourir. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà. Et j'aborde donc avec ça enfin ma 4e année d'internat chez M. Epp. Et je vais enfin à un service où, en tout cas, il y avait la chirurgie biliaire. Il n'y avait pas de chirurgie portale, alors que déjà j'étais un petit peu excité par la chirurgie portale, par mon mémoire, par la fréquentation de Jean-Pierre Benamou, toutes les modalités portales, de la cirrhose, etc. Et il n'y avait pas de cirrhose, hein. Il n'y avait aucune cirrhose hospitalisée. C'était pas un domaine, c'était un domaine purement médical. C'est-à-dire qu'ils allaient mourir en médecine, en gros. C'était ça. On était en 1900, exactement en 1957. Non, quand je suis chez Epp, c'était après mon service militaire, j'étais en 62 chez M. Epp. Donc j'avais comme bagage la chirurgie portale. Et on choisissait, c'est vous qui avez choisi d'aller chez M. Epp. C'est vous qui avez choisi M. Epp. Alors, comme quoi la vie est faite de hasard. D'abord, il y a eu ce désir de faire un mémoire chirurgie portale que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, sauf Jean-Pierre Benamou quand même. Donc j'avais une petite orientation. Et puis, je suis allé chez M. Epp. Alors, je voudrais dire quand même, je vais dire tout le temps, la vie est faite de hasard. Quand on est nommé à l'internat, le jour de la nomination à l'internat, on court chez tous les patrons pour réserver des postes. Il faut réserver tous ces postes. Donc, on a 8 postes, 8 stages d'interne et on doit courir pour réserver. Voilà. Avec des recommandations pour les bons services, etc. Voilà. Et donc, j'ai été allé chez M. Epp et on m'avait dit c'était très bon chirurgien, voilà, il était bien renommé. Et M. Epp me dit oui, vous savez, je suis trépied, je vous donne un poste le seul poste que je peux avoir, c'est fin 1962. Donc je fais le compte. Le service militaire à l'époque était de 2 ans. Et je dis mais vous savez, monsieur, c'est après la fin de mon internat. Il m'a dit écoutez, vous voyez, moi je vous retiens, je vous marque, et puis vous aurez le temps. On était en 56, 62. Dans 6 ans, on a le temps de voir. Et ce qui s'est passé, c'est que le service militaire a été prolongé à cause de la guerre d'Algérie. Et donc, il a été prolongé de 6 mois
Ce qui fait que j'ai pu avoir, par hasard, un hasard néfaste, la guerre d'Algérie était prolongée de 6 mois, donc le service militaire était prolongé de 6 mois, mais j'avais le service de M. Et ça a été, ce hasard a été fondamental, parce que je n'aurais pas été chez M. F, je crois que j'aurais fait, je ne sais pas ce que j'aurais fait, en tout cas j'aurais fait autre chose. Alors il y a eu également autre chose, quand même, j'y pense maintenant. Par hasard, j'avais rencontré une éditrice de l'encyclopédie médico-chirurgicale, avec mon avis Jean-Yves Neveu. Lui était très entreprenant, il connaissait beaucoup de monde et un jour, on avait fait de Soucol ensemble, donc on se connaissait. Il m'a dit, écoute Henri, on me demande de travailler sur de nouveaux livres de l'encyclopédie médico-chirurgicale qui s'appellent Les techniques chirurgicales. Et on nous dit, est-ce qu'on peut s'intéresser à la chirurgie digestive? Alors, je dis, c'est intéressant, oui, qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Et alors, on a donc pris le digestif et parti faire des descriptions de techniques. Je me souviens, j'avais eu les hernies, les gastrectomies, et j'avais demandé la chirurgie du foie. Voilà. Lui s'occupait du côlon, de l'ésophage, et donc je me suis mis à travailler, à écrire des techniques. Alors j'étais encore interne, et donc j'écrivais des techniques chirurgicales qui étaient un travail purement bibliographique. Mais voilà que pour le foie, j'étais chez M. Epp, il y avait un peu de chirurgie du foie, mais ce que je voyais, il fallait que je décrive. Et c'est là que bon, ça commençait là, et puis ça continuait avec le clinica qui est après, mais voilà qu'en dernière année d'internat, je commençais à écrire les techniques de chirurgie du foie, pratiquement sans les faire, mais ces techniques, à l'époque, c'était très simple. C'était patectomie droite, gauche, et lobectomie droite, lobectomie gauche. C'est tout ce qu'il y avait comme technique. Donc, c'est très simple. C'est Lorta Jacob. Lorta Jacob avait déjà décrit les patectomies droite. La gauche était l'autre. La lobectomie gauche, c'était celle de l'autre côté. Restait la patectomie droite et les patectomies gauches, ça, c'était déjà plus contestable parce qu'il fallait passer par une scissure qui n'était à peine connu quand il Line, qui a été repris par Quinault. Voilà. Je signale, le livre de Quinault est paru en 57. Moi, je vous parle, c'est quelques années après. Quinault, le livre de Quinault, il faut dire la vérité, il est totalement illisible. Hein, pour ceux qui l'ont lu. Absolument, absolument. Totalement illisible parce que les 84 fois qu'il a étudié, il les a décrits un par un. Voilà. Alors, il y a tellement d'anomalies, de schémas, qu'on est perdu. On est perdu. Mais il y avait quand même quelque chose. Il y avait, en tout cas, de temps en temps, il y avait un dessin schématique, compréhensible. Et là, il y avait les segments. Il y avait les segments. Il y avait la ligne de division, les segments. Non, c'était très important. C'est ça que je dis, que vous avez expliqué Quinault à Quinault, parce que je ne suis pas sûr qu'en écrivant, lui, il l'avait compris. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais dire quand même cela. J'ai oublié de le dire. C'est que je voulais concourir. Concourir, c'est-à-dire, c'est pas chef de clinique, c'est au-delà de chef de clinique. Au-delà de chef de clinique, avec une seule chose, chirurgien des hôpitaux. Chirurgien des hôpitaux de Paris. Il y avait 3 postes pour tout Paris, toutes spécialités confondues. C'est très rare. Mais pour être chirurgien d'hôpitaux, il y avait une condition indispensable, il fallait être prosecteur d'anatomie. Vous savez ce que c'est, prosecteur d'anatomie? C'est l'enseignant d'anatomie. Alors, ça commence par un premier. C'est des concours. Je n'ai pas arrêté de faire des concours. J'ai fait l'externat, l'internat, après l'adjuvat, c'est-à-dire aide d'anatomie, et après le prosectorat. Voilà. Et donc, j'ai fait l'adjuvat, bon, le prosectorat, et vous savez que pour le prosectorat, il fallait pouvoir écrire, dessiner au tableau n'importe quelle partie de l'anatomie. Voilà. L'adjuvat, c'était les os, les articulations, mais pour le concours du prosectorat, c'était tous les poumons, le cœur, l'intestin grêle. Alors, je m'étais beaucoup intéressé au péritoine. Et quand j'étais aide d'anatomie, je ne sais pas pourquoi, je m'étais passionné pour le péritoine et j'écrivais l'embryologie du péritoine au tableau. Alors, la salle, il y avait 2 tableaux et sur les côtés, il y avait 3 tableaux. Il y avait donc en tout 8 tableaux. Et je commençais par un tableau et je terminais
par le 8e. Donc, je faisais la description d'un développement du péritoine en tournant autour de la salle. Apparemment, ça a intéressé les autres parce que les autres prosecteurs, eux, m'invitaient à faire le cours sur le péritoine, sur l'embryologie du péritoine, quand c'était dans leur programme. Donc, je connaissais ça très bien. Donc, j'étais quand même assez intéressé par l'anatomie. Donc, l'anatomie, pour moi, était quelque chose d'important. Alors, l'anatomie, les éditions techniques qui me demandent de faire les techniques d'hépatectomie, chez M. Epp, il y avait quand même des tumeurs du foie qui arrivaient. Donc, c'était peu. Moi, je ne les opérais pas, évidemment. C'était. Et donc, voilà. Donc, terminé l'internat. Ensuite, je deviens chef de clinique. Et là, alors, il y a un deuxième élément. Deuxièmement, je suis chef de clinique en 1963, juste après M. Epp. Je passe à Saint-Antoine, chez Gosset, chez Jean Gosset, dont l'assistant était Marc Yvet. Marc Yvet, vous ne le connaissez pas, mais Marc Yvet, à l'époque, il n'était pas professeur, était un chirurgien extraordinaire. C'était maintenant je dirais un technicien opératoire, mais extrêmement brillant. Il ouvrait l'abdomen d'un seul coup de biseau électrique. Je ne sais pas comment il faisait pour ne pas ouvrir en même temps, là, parce que c'était tellement fort, il ouvrait tout. Il le fermait par un surjet aller-retour. Le muscle et la peau, c'est le même surjet. Il faisait une gastrectomie totale en 30 minutes, anastomose compris, évidemment. Il était extrêmement brillant. Et je vous signale, on était en 1963. Ça vous dit rien, 1963? C'est trop. J'avais 3 ans, moi. Donc, c'était l'assassinat de Kennedy, je crois, non? Non, je ne sais pas. Non, un élément beaucoup plus important, c'était la publication par Tom Starzl. Ah, voilà, la première greffe hépatique. Oui. Et oui, voilà. C'était la publication. Je ne sais pas si c'était octobre ou novembre. Voilà, c'était. Et donc, me voilà. Non, c'était janvier, je crois. Je ne sais pas, c'était janvier. Non, non, je ne sais pas quand c'était. Voilà. C'était en tout cas cette année-là. Et j'étais à ce moment-là chez Jean Gosset avec Marc Yvet. Et évidemment, j'opérais souvent avec lui. Je lui dis quand même, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Tu te rends compte? On a fait une transplantation hépatique. On a enlevé un foie et mis un autre à la place. La chirurgie du foie était balbutiante et voilà que l'on faisait une intervention par quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, Starzl, donc voilà. Et c'était homotransplantation hépatique humaine. C'était fantastique. Et je lui dis, bon, je l'excite un petit peu. Il me dit, on va la faire. On n'a aucune expérience. Ah, si, on va la faire. Toi, tu fais le donneur et moi, je fais le receveur. Il me dit, le receveur, c'est très simple. J'enlève le foie, je le remets, il n'y a aucun problème. Et toi, tu prépares le donneur. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était quelque chose d'ubuesque. En effet, je me suis mis à la morgue de perfuser. Vous savez qu'à l'époque, on perfusait les malades en train de mourir dans leur chambre. Voilà. Il n'y avait pas de mort cérébrale déclarée. On attendait que l'arrêt cardiaque ait lieu. Les chirurgiens étaient habillés dans la salle du malade. On mettait le malade dans une chambre seule. Il était déjà badigeonné avec les champs mis. On attendait qu'il meure. Alors, il y avait l'électrocardiogramme. Et quand il était plat, l'anesthésiste qui était là disait « il est mort ». Et à ce moment-là, le chirurgien se préparait pour cannuler et mettait une circulation extracorporelle. Et en même temps, on le refroidissait. C'est comme ça que ça se faisait. Alors bon, évidemment, moi je ne fais pas ça, mais je le faisais chez les cadavres. Alors je m'étais arrangé pour que la nuit, vous pouvez le faire la nuit, parce que c'était scandaleux de le faire. Aujourd'hui, j'irais en prison si je faisais ça. Donc j'avais grassé les mains de garçon de la mort qui recevait, parce que quand quelqu'un mourait la nuit en salle, on l'amenait à la morgue. Donc lui, il recevait, il y avait quelqu'un, un gardien de la morgue la nuit, et quand il recevait entre parenthèses, un cadavre frais, il me téléphonait, il n'y avait pas de téléphone portable, téléphone fixe, donc je devais être de garde sur un téléphone fixe. Une fois, j'étais à un dîner très,
très bien, très huppé. Et j'avais laissé le numéro de téléphone et on m'appelle au dîner, au début du dîner, et je dis j'ai une urgence, je dois partir. Le malade va mal, il allait en effet très mal, il était complètement froid et mort. Enfin, bon, bref, je ferme cette parenthèse et voilà que Marc Yvet se lance là-dedans, je me lance dans la transplantation. Heureusement, ça s'est arrêté parce que dans le même hôpital, vous le savez, il y a eu le deuxième cas, mais pas par nous, par De Mirlo, qui a fait le deuxième cas de transplantation hépatique de façon tout à fait catastrophique, tellement catastrophique que avec Marc Yvet, on s'est regardé le lendemain matin. C'était dans le même hôpital, vous vous rendez compte? On a dit c'est terminé. C'est terminé. Puis quelle chance j'ai eu, sinon ma carrière chirurgicale aurait été arrêtée. Si j'avais été avec De Mirlo, au lieu d'être de l'autre côté de la rue de l'hôpital, dans le service de l'autre service de chirurgie, je crois que je n'aurais pas pu continuer à être chirurgien. Voilà. Donc j'avais déjà une sorte d'embryon de connaissance de la transplantation hépatique. Je travaillais sur les hépatectomies en les décrivant, en faisant peu, mais en les décrivant, mais surtout pas du tout. Et c'est trop, on ne faisait que les grosses opérations. C'était l'orthojacob, la lobectomie droite élargie. Voilà. Et vous savez, j'avais cité à la place de la phrase de M. Epp, il m'avait dit, quand je lui parlais des hépatectomies, il m'a dit, oh, vous savez, les hépatectomies réglées, c'était le mot de Mirlo, pas de Mirlo, pardon, le mot de Lorta Jacob, quand il a décrit, c'était hépatectomie réglée pour dire anatomique, mais il avait utilisé le mot réglé, hépatectomie droite réglée. Voilà, pour lui, c'était anatomique. Et monsieur disait, oui, les hépatectomies réglées, elles se dérèglent rapidement au cours de l'opération. Ouais, c'était vrai. Donc, voilà, donc je reviens comme chef de clinique après Jean Gosset, je reviens comme chef de clinique chez lui, et là, à ce moment-là, j'étais chef de clinique en deuxième année, je recevais des malades, je commençais à connaître les techniques, et donc j'ai commencé à faire des hépatectomies. Alors, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'échographie, il y avait uniquement la scintigraphie qui trouvait des grosses tumeurs, donc on ne recevait que des grosses tumeurs, soit symptomatiques, c'est-à-dire jaunisse, fièvre, altération intergénérale, pratiquement c'est tout. Il fallait découvrir des tumeurs non cirrhotiques, parce que si elles étaient sur cirrhotiques, c'est exclu qu'elles nous arrivent. Donc, c'était des hépatocarcinomes sur foie sain. Les métastases hépatiques, personne ne s'en occupait, on les laissait mourir de jaunisse et de cachexie. Et voilà, donc il n'y avait que les carcinomes hépatocellulaires. Et donc, j'ai opéré des grosses tumeurs, voilà, mais en même temps, je faisais la technique. Et puis, alors, la dernière étape, c'est en 82, l'apparition de l'échographie. L'échographie. Là, on saute beaucoup d'années. Hein? Ah, mais oui, on saute beaucoup d'années, beaucoup d'années. Mais la chirurgie segmentaire du foie n'est apparue qu'en 82. Avant, il n'y avait pas de chirurgie segmentaire du foie. C'est tout. Moi, j'ai écrit mon article en 82. Peut-être j'avais commencé à le faire 1 ou 2 ans avant, mais avec l'apparition de l'échographie. Car l'échographie a permis d'avoir des tumeurs asymptomatiques de petite taille. Je vous rappelle que c'était des... Alors, on a eu des cirrhoses. À ce moment-là, on a commencé à avoir des cirrhoses apparaître avec des tumeurs. Mais c'était des petites tumeurs. Mais avant, c'était des tumeurs qui étaient lobaires. Donc, ce n'était pas possible de faire du Quinault. Vous savez, Quinault, la chirurgie, le livre de Quinault n'a eu aucune application pratique. Puisque quand il est sorti en 1957, Lorta Jacob, la même année, avait décrit la lobectomie droite, car ce qu'il a décrit hépatectomie droite réglée, c'était une lobectomie droite, mais qui était tout à fait anatomique, une très belle opération. Donc, mais c'était en 1957. Nous sommes là en 63, 64, je parle de 64, j'arrive chez M. Epp comme chef d'équipe en 64, donc c'était quelques années après ces techniques, mais j'étais à ce moment-là dans le laboratoire de Jean-Pierre Benamou en faisant l'hypertension portale, que j'ai d'ailleurs développé après à Bichat, dans le siège de M. Epp. Alors, tu me poses la question en me disant, mais cette chirurgie du foie a mis du temps à apparaître. Mais quand je vois les publications,
que j'ai fait de 1962 à 1970. Donc, ces 8 années où je suis resté à Bichat, eh bien, il n'y avait pratiquement pas de chirurgie hépatique. J'ai beaucoup écrit sur la chirurgie biliaire, j'ai beaucoup écrit sur l'hypertension portale, mais je n'avais pratiquement pas écrit sur la. On n'avait fait aucune transplantation. D'ailleurs, transplantation, c'était anecdotique à ce moment-là, c'était en 70. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai commencé en 74 les transplantations, en faisant très peu de transplantations, puisque de 74 à 84, vous vous rendez compte, 10 ans, on avait fait à Paul Brousse exactement 21 transplantations en 10 ans. Voilà. D'accord. Donc, entre 2 et 3 par an. Même pas. Mais vous avez changé d'hôpital. Ah oui, moi, oui. je vous ai à Bichat maintenant avec M. Epp. Oui, mais Bichat, M. Epp, et puis donc resté avec Bichat, M. Epp de 1964 à 1970. Pourquoi? Parce qu'en 70, d'abord, M. Epp partait à la retraite et j'ai été nommé au concours de l'agrégation. Voilà, c'est important. Mais pardon, c'est pas ceci, le concours? Le concours de l'agrégation. D'accord. De toute façon, c'est très simple. Si je n'étais pas nommé, j'aurais été assistant des hôpitaux, assistant temps partiel, opérant dans une clinique pour gagner ma vie. Et donc, la seule façon de rester temps plein à l'hôpital, le temps plein existait. Donc, la seule façon de rester temps plein à l'hôpital, c'était mon désir. Mon désir était, j'avais goûté la recherche. Déjà, j'enseignais, je donnais des conférences d'internat et j'enseignais, j'avais même une petite école, puisque quand j'ai travaillé, quand j'étais chef de clinique à Bichat, chez M. Epp, j'allais à côté, à Beaujon. Beaujon était à côté. Et souvent l'après-midi, j'allais à Beaujon pour travailler toujours sur le rat. Pendant 10 ans, on a travaillé sur le rat. Beaujon n'avait pas de chien, donc on était obligé de travailler sur le rat. Donc, et à ce moment-là, j'avais déjà une équipe. Il y avait Dominique Franco, Yves Lecomte, Didier Grange, Sylvain Chauveau, Charles de Ribrol. J'avais déjà mon équipe. Mais c'était des externes. Ensuite, on est venus jeunes internes. Et Dominique Franco, en 70, quand j'ai quitté Bichat pour Paul Brousse, alors je vais vous dire pourquoi, Franco m'a suivi. Voilà, c'est le seul qui m'a suivi. Yves Lecomte aussi m'a rejoint après. Voilà. Donc, à Bichat, avec M. Epp, je me suis formé à ce qui allait devenir la chirurgie hépatobiliaire, voilà, qui allait s'implanter à Paul Brousse. Alors, pourquoi maintenant Paul Brousse? Non, on peut rester un moment sur Bichat, parce que vous m'aviez raconté que vous aviez votre bureau pratiquement dans le bureau de M. Epp. Il n'y avait pas de bureau. Je n'avais pas de bureau. Il n'y avait qu'un seul bureau, c'est M. Epp, parce que ses assistants étaient temps partiel. Il faut voir, le service de M. Epp était temps partiel. C'est-à-dire qu'il avait 2 assistants, qui étaient Pernaut, qui malheureusement est mort très tôt, il est mort en 64, 65, en 65. Donc 2 ans après que j'arrive à Bichat, Pernaut, un chirurgien très brillant, est mort. Et il y avait Moreau, Jean Moreau, excellent chirurgien. Et tout le monde était tous d'excellents chirurgiens. Il y avait Epp, Moreau, Pernaut, c'était vraiment une équipe exceptionnelle. Et donc, j'apprenais avec eux, je me collais à la technique, voyant tout ce qu'ils faisaient, etc. Mais développant un domaine un peu spécial qui était d'abord la chirurgie de l'hypertension portale, où je faisais des anastomoses orthocaves, des splénorénales chez l'adulte, et également la chirurgie du foie, parce que ça ennuyait tout le monde, et donc on me laissait ces grosses tumeurs. Voilà, donc je faisais ça. Et que voulais-tu savoir sur M. Epp? Parce que vous avez passé chez lui donc 8 ans, chez M. Epp. Non, oui, exact. Et puis, votre développement. Non. 64, 70, 6 donc, ans. oui, la prolongation de la guerre d'Algérie,
Et puis, donc vous êtes arrivé chez... J'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois d'internat chez lui, mais mon dernier semestre d'internat. Ensuite, j'ai fait 1 an comme chef d'équipe chez Jean Gosset à l'hôpital Saint-Antoine, qui m'a marqué beaucoup. Je travaillais au laboratoire, je travaillais beaucoup en écrivant sur des articles de technique chirurgicale. Et puis ensuite, je suis allé, exactement en novembre 63, j'arrivais chez Monsieur jusqu'à 70. Voilà. Et là, j'étais hyper plein temps, parce que j'étais le seul chef de clinique, et donc j'avais presque toutes les gardes, donc j'étais presque à toutes les gardes. On m'appelait, il y avait Jean Moreau également qui pouvait venir, mais c'était moi tous les week-ends, j'étais là pratiquement tout le temps. Voilà. En fait, je commençais à devenir chef de service. Je peux le dire, mais je commençais à devenir chef de service. Je commençais à avoir une école, comme je l'ai dit. Mais vous regardiez qui? Parce que finalement, comme on ne faisait pas de chirurgie du foie, vous l'avez vu par qui? Vous avez vu Lorta Jacob, vous avez vu... non. Vous l'avez apprise comment, cette chirurgie? Écoutez, l'info technique de l'hépatectomie, il y avait 2 hépatectomies, donc l'hépatectomie par scissure qu'on appelle médiane maintenant, et l'autre, il y avait les 4 hépatectomies. Alors, quelquefois, on enlevait un morceau de foie, chirurgie atypique, voilà, à la demande. Alors, il y avait Pernaut et Moreau qui faisaient ça, et puis je faisais exactement comme eux. Donc, très rapidement, j'étais à leur niveau. Mais après, il fallait que j'avance. Donc, il y avait les clampages, je ne peux pas te dire, parce que c'est des choses, c'était pas organisé. On va dire, aujourd'hui, on va travailler sur les clampages. On faisait les clampages parce qu'il est évident qu'il fallait clamper. Donc, on a clampé avec un clan vasculaire, pour gainer, pour protéger il fallait trouver des instruments. Donc voilà, donc on le faisait petit à petit. Et ce n'était pas systématisé. Je n'étais sans doute pas seul à le faire. Dans d'autres pays, d'autres le faisaient, peut-être d'autres chirurgiens en France. Mais j'avais l'avantage, sur tous les autres, de m'intéresser à la technique. J'étais chargé de systématiser la technique puisque j'écrivais. Je voulais écrire ça et je l'ai écrit en introduisant Cuinot. Dans l'encyclopédie chirurgicale, quand ça a paru dans les années 64, 65, 66, il y avait l'anatomie du foie, c'est l'anatomie de Cuinot, avec déjà ce qui va paraître plus tard en 82 dans World Journal of Surgery. L'embryon était là. Donc. Et après, j'ai écrit les hépatectomies droite-gauche, et puis j'ai commencé à décrire les segmentaires, mais c'était... il y avait le lobe carré, donc l'ablation du lobe carré. Voilà, ça on le faisait. Pas encore le lobe de Spiegel. On peut enlever un morceau du segment 5. J'ai quand même, je travaillais également dans le foie en faisant les anastomoses intrahépatiques. Voilà, j'ai même décrit une anastomose intrahépatique bilatérale en enlevant le segment 4, en découvrant le canal du segment 5, le canal du segment 3, en enlevant le segment, le lobe carré. Voilà. Donc, c'était de la chirurgie hépatique. La chirurgie du cancer du hile et la chirurgie du cancer était déjà, on était à la frontière. J'ai beaucoup travaillé sur la tumeur de Klatskin, comme tu le sais, et donc j'étais à la frontière du foie. J'entrais par les anastomoses intrahépatiques. Donc tout ça, c'était l'anatomie, c'était Cuinot. Vous savez, l'anastomose intrahépatique par le ligament rond, c'est Cuinot qui l'a décrit. C'est Soupo-Cuinot, donc c'était Cuinot. Les réparations biliaires par le décollement de la plaque hilaire, c'est Epp Cuinot. Cuinot avait été l'assistant de Epp. Voilà. Cuinot avait été, mais je ne l'ai pas connu. Il était parti avant. D'ailleurs, ça s'est mal passé avec Epp. Epp l'a raconté. Un jour, Cuinot disparaît du service. C'était son agrégé. Voilà. Cuinot était déjà agrégé. Donc, il était agrégé de Epp. Et puis, un jour, il disparaît. C'est monsieur Epp qui me raconte ça. Il me dit, vous vous rendez compte, mon assistant, un jour, il n'est plus là. Et puis, un mois après, il réapparaît. Il a dit,
j'ai fait un voyage, je ne sais pas. Je ne sais pas si à l'époque, il avait construit une maison en Corse. Je sais parce que, par la Corse, il avait construit une maison en Corse lui-même avec un âne, parce qu'il l'a construit sur une plage, ce qui était sacrilège pour chez les Corses, construire une maison près d'une plage, mais la plage n'avait pas d'accès par la route. Alors il y avait un sentier de mules, et Cuineau avait pris ou acheté un âne qu'il chargeait de parpaings. Il avait construit lui-même une petite cahute sur la plage. Et les Corses étaient tellement ébahis de ça qu'ils l'ont gardé. Il avait droit à sa maison parce que c'était. Il était quand même très original, non? Ah oui, il était extrêmement original, extrêmement original. Un personnage entier, un travailleur énorme. Son anatomie du foie sur les 84 moules qu'il a fait, qu'il a étudié, etc. Oui, c'était un original, c'est vrai, un gros travailleur original. Une fois, j'ai voyagé avec lui en avion et il lisait la poésie médiévale. Il m'a dit, je peux te lire. Je crois que j'ai dû m'endormir. Mais voilà. Et lui était passionné par beaucoup de choses. Voilà. Il entrait avec passion dans les choses. C'était pas un bon chirurgien. C'était pas un bon chirurgien, vous savez. Voilà. Peut-être pas bien de le dire, mais enfin, c'est un anatomiste tellement brillant que. On lui pardonne. Il a été chef de service, c'était, je crois, à l'hôpital Saint-Louis, mais il n'a laissé aucune trace. Je crois que ce n'était pas un bon leader. C'était un homme solitaire. Voilà. Donc, comme chef de clinique, là, vous avez constitué votre premier team avec Dominique Franco et avec le chirurgien cardiaque, j'ai oublié son nom. Charles de Ribrol et Yves Lecomte. Yves Lecomte, voilà. Dans la bande que j'ai citée, j'ai formé 3 chirurgiens cardiaques. Il y a eu Yves Lecomte, Sylvain Chauveau et Charles de Ribrol, qui ont été de très bons chirurgiens cardiaques, les 3. Voilà. Et le seul qui a fait chirurgie digestive, c'était Franco. Mais quand j'ai dit mon groupe, ils étaient externes. C'était des externes. Quand je les ai connus à Bichat, quand j'étais jeune chef de clinique, en 64, Franco était interne. Ils étaient tous, pardon, ils étaient externes. Ensuite, ils sont devenus internes et, au bout de quelques années. Et ensuite, ils sont venus me rejoindre et ils ont été avec moi internes à tour de rôle, pas tous en même temps, quand je suis allé à Paul Brousse. Voilà. Et Paul Brousse, c'était en 80. Oui, tu voulais me demander, non, en Oui, 70, pourquoi je suis allé à Paul Brousse, non? Oui, c'était ça. Comment ça s'est fait, le passage de Bichat à Paul Brousse? C'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que. Peut-être on va parler de ça un autre moment parce qu'il y a des très belles histoires de votre passage et puis il y a toute une mythologie qui s'est construite dessus. Que veux-tu savoir là? Non, mais comment ça se fait? La sortie de Bichat, monsieur. C'est obligatoire. Monsieur Epp quitte. Moi, je voulais rester un moment sur Monsieur Epp parce que moi, j'avais entendu de mon propre chef à Genève, à Monsieur Renner, que à voir opérer Monsieur Epp, il m'avait décrit un monsieur qui gratouille dans quelque chose et puis à la fin, tu comprends tout. Et c'était la phrase que je me souviens d'Adrien Renner sur Monsieur Epp. Il gratouille. Oui. Alors, voilà. Monsieur Epp, en effet, était un chirurgien. D'abord, il avait une selle. Une selle que j'ai pris. C'est la sienne, il me l'a donnée à la fin. Mais tout le monde avait des selles, on était assis sur des selles. D'abord, les interventions étaient très longues. Les réparations biliaires, c'était extrêmement long. Alors, toutes les interventions étaient longues parce que Bichat recevait des malades compliqués. Donc, il y avait des interventions longues. C'est pour ça que c'était très bon chirurgien. Donc, on était assis, tout le monde était Pernod, tout le monde était assis. Et lui, il mettait la table très haute et donc, il était pratiquement, sa tête était à hauteur du ventre du malade et il l'opérait comme ça, avec ses mains œuvrant. Donc, je comprends le terme de Renner, il gratouillait. Mais, alors,
Il y a un autre chirurgien que j'ai vu opérer, je n'ai pas été son élève, mais je l'ai vu opérer, c'était Lorta Jacob, Jean-Louis Lorta Jacob, qui était un chirurgien qu'on décrivait. Alors lui, il mettait la table très basse, vous voyez, c'est intéressant, très basse. C'est qu'il dominait le malade et il faisait de très grands gestes. Je me souviens très bien, il avait un côlon, le décollement du côlon gauche se faisait d'un seul coup de ciseau. Voilà. Comme très. C'était, la table était basse, lui était grand, debout, et hop, c'était vraiment très beau. Voilà, c'était beau, c'était beau. Monsieur Epp, j'ose à peine le dire parce que j'aime tant cet homme, je ne peux pas dire c'est laid. C'est pas possible. Donc c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il était accroché au malade, qu'il faisait de tout petits gestes, mais que c'était merveilleux. Parce que ça avançait lentement d'abord, mais à la fin, c'était pour moi, je dirais d'une beauté, c'est comme une miniature, un travail de miniature. Avec des grands coups de pinceau. Et le chef faisait des Hollandais faisait des petits portraits de miniatures. Voilà, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai essayé de vous. C'est quelque chose qu'on arrêtait tous, quelque chose d'aller lentement quand on comprend rien, et puis qu'à la fin, on doit tout comprendre et c'est beau. C'est quelque chose. On ne va pas en arrière, on démontre pas à pas. L'hémostase naturelle. L'hémostase naturelle a toujours lieu. Donc, quand on a fait un grand coup de ciseau comme ça, c'est vrai que ça saigne, mais c'est vrai que ça s'arrête. Enfin, ces petits vaisseaux, les petits vaisseaux s'arrêtent, ça saigne. Avec M. F, les petits vaisseaux, on les coagule. Donc, voilà, pour répondre à ta question sur M. F. Voilà. Mais on va faire alors peut-être, parce que là, c'est magnifique à part ça de vous entendre parler. C'est un très grand plaisir. Oui, oui. En disant seulement, parce que, en fait, j'ai décrit rapidement quelques hôpitaux où j'étais interne. Ensuite, j'étais, donc j'ai dit, Saint-Antoine avec Gosset, l'aventure de cette transplantation avortée. Nous, elle n'a pas eu lieu du tout. Mais on l'a fait, malheureusement. Ensuite, le passage à Bichat, qui se termine par mon départ. Mon départ était obligatoire. Pourquoi? Parce que j'étais nommé agrégé, donc je devais rester à l'hôpital. Sinon, je serais parti dans une clinique. C'était indiscutable. Monsieur F partant, je partais dans une clinique. Tandis que là, j'étais donc nommé agrégé. Donc je devais rester. Le problème, c'est que je devais rester où? C'est là la question. Le chirurgien, M. Epp, j'ai été nommé agrégé 6 mois avant le départ de M. Et M. Epp, et je ne sais pas par quel miracle, M. Epp était très introduit dans la vie, je dirais peut-être même politique, partout. Il opérait des artistes, et c'était le chirurgien-chef de l'hôpital américain qui recevait donc tous les grands notables parisiens, français, mais surtout parisiens, des hommes politiques, des artistes. C'est lui qui avait opéré Picasso, non? Exact, qui avait opéré Picasso. Voilà. Donc, il connaissait, je ne sais pas par quel, est-ce qu'il connaissait le ministre, je ne sais pas. Toujours est-il, il a eu un poste à Bichat, ce qui est exceptionnel parce qu'on ne donne jamais un poste d'agrégé à quelqu'un qui part dans 6 mois. Le chef de service qui part dans 6 mois, on ne lui donne pas un agrégé parce que cet agrégé, qu'est-ce qu'il va devenir? En plus, la règle était, quand on est nommé à l'agrégé dans un centre hospitalier, on doit y rester 4 ans. Voilà. Donc, moi, j'apprends que j'ai ce poste, M. F me dit, voilà, très bien, je dis, je reste chez lui. Mais Mont-Saint-Jean, qui était doyen, qui venait d'être élu doyen du CHU Bicêtre, dans lequel il y avait Paul Brousse, en tant que doyen, avait droit à un agrégé, parce qu'il n'avait pas d'agrégé. Donc, quand quelqu'un est doyen, il s'occupe de ses fonctions de doyen, il faut qu'il y ait quelqu'un sur son service. Il n'y a pas d'agrégé. Donc, automatiquement, on lui a donné un agrégé. Bon, vous savez pas, mais que Mont-Saint-Jean, quelquefois je suis gêné de le dire, mais Mont-Saint-Jean était l'oncle de Chantal, ma première femme, et donc j'étais son neveu par alliance.
Ça me gênait. Mais ma carrière n'a jamais été avec lui. Et voilà que Mont-Saint-Jean à Poste, les gens savaient que j'étais le neveu de. Et on me dit, alors au plus haut niveau, à l'assistance publique, on me dit, mais vous savez, Bismuth, vous avez 2 postes. Vous avez un poste à Paul Brousse, parce que Mont-Saint-Jean n'a pas d'élèves. Et il dit qu'au fond, il serait très content de vous avoir. Et vous avez un poste à Bichat, chez quelqu'un qui doit partir dans 6 mois et vous ne pourrez pas rester. On m'a dit, il faut choisir entre les deux. Et je veux te dire, j'ai dit, je reste avec M. Epp. Pourquoi? Parce que je ne vais pas 6 mois avant son départ, alors que je dirigeais le service, diriger, ce n'est pas le terme, non, il dirigeait le service, mais c'est moi qui le faisais marcher. Et le laisser comme ça dans le dénuement, c'était insupportable. Je ne pouvais pas le payer par cette ingratitude. Donc j'ai dit, je reste à Bichat. On m'a dit, mais vous êtes fou, parce que le successeur de M. Epp ne veut pas de vous. Alors, il va vous mettre dans un coin pendant le temps des 3 ans et demi qu'il va vous rester, dans un coin. Il a le droit de rester dans un coin de ne rien faire, parce qu'il veut avoir un autre agrégé, donc il va faire en sorte que vous partiez, vous allez souffrir. Ça n'a pas d'importance, je reste avec M. Epp. Et alors, quelqu'un a eu l'idée, je crois que c'est Jean Log. Jean Log était très influent auprès du ministère, a dit, il y a une solution. On va créer un CHU qui s'appelle Bichat-Bicêtre, qui n'existe pas. Et sur le journal officiel est apparue ma nomination en tant que professeur agrégé dans le CHU Bichat-Bicêtre, qui me permettait donc de rester 6 mois à Bichat et ensuite d'aller à Paul Brousse, devenir l'agrégé. Voilà comment j'ai atterri à Paul Brousse. Quand j'ai dit c'était un malheur parce que Bichat était l'hôpital gastro-entérologique de Paris, au-dessus de Saint-Antoine. Il y avait des grands services, il y avait le laboratoire de recherche, INSERM, il y avait deux grands médecins, un était Debré, l'autre était Bonfils, Serge Bonfils et Charles Debré, c'était 2 grands gastro-entérologues, il y avait plein de malades, j'allais voir les malades chez eux, etc. Et j'arrive à Paul Brousse, un hôpital disons la vérité, c'est un hospice. Et bon, je l'ai vite compris, c'était un enterrement de première classe. Alors, je quittais le riche Bichat pour aller m'enterrer dans un hospice. Mais je terminerai par là, c'était une chance inouïe de me trouver dans le désert. Et la prochaine fois, je te parlerai de ce que j'appelle, moi, la chance d'être dans un désert. Voilà, on arrête là. Très bien, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je suis très touché. Tu fermes ?